Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire par Sobre Énergie en partenariat avec Mobiliance pour parler du décret tertiaire et d'Opérate, la plateforme sur laquelle vous devez déclarer vos données. Donc, le but de ce webinaire est de répondre à vos interrogations au vu de cette dernière ligne droite, car je vous le rappelle, il y a une échéance au 30 septembre. Donc, avec nous aujourd'hui, Christine Schall qui va introduire ce webinaire. Christine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Christine Schall de Mobiliance. Heureuse de vous accueillir pour cette dernière ligne droite. Je vais faire une rapide introduction pour laisser la parole à Nathalie et rentrer dans le vif du sujet. Mais juste vous rappeler que Mobiliance est très engagée pour accompagner ses adhérents dans leur démarche de développement durable et en particulier en matière d'économie d'énergie. Dans ce domaine, il y a de nombreuses réglementations qui existent et en particulier celles relatives au décret tertiaire. Pour nous accompagner, effectivement, nous avons noué ce partenariat avec Sobre Énergie car il s'agit d'un sujet extrêmement complexe, technique et du coup, il était indispensable pour nous de nous appuyer sur des experts dans ce domaine de manière à ce qu'ils puissent Ah, on ne vous entend plus, Christine? et ce décret bâtiment tertiaire. Voilà, écoutez Nathalie, je ne vais pas être plus longue, je vous laisse la parole de manière à ce que vous puissiez donc démarrer cette présentation et qu'ensuite nous puissions surtout répondre aux questions des adhérents compte tenu de l'échéance du 30 septembre qui approche à grands pas. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc effectivement, je vais représenter quand même Sobre Énergie. Amérique, est-ce que tu peux nous passer, on a un petit souci de slide, est-ce que tu peux passer slide 6 s'il te plaît? Ah, est-ce que l'écran est bloqué, je pense, sur la page de présentation? Bon, c'est pas grave, le temps que ça se charge. Donc, Sobre Énergie, aujourd'hui, a été créé en fait par la Banque des Territoires, le groupe La Poste et le cabinet de conseil Aegis. Donc, notre volonté est d'accompagner nos clients à réaliser des économies d'énergie et à réduire leur empreinte carbone. Donc, le contexte réglementaire aujourd'hui contraint nos clients. Donc, effectivement, il y a ce décret tertiaire, mais il y a aussi des enjeux d'achat d'énergie, comme vous le savez. Alors, Christine, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous voyez le… Je vois le slide décret tertiaire Opérate, le premier slide je pense, hein, uniquement. Alors, on a un petit… attendez, excusez-moi, je vais essayer de régler le… Émeric, est-ce que tu es là? Bon. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On a un petit sujet de… On a un petit couac de présentation. Donc, nos clients, aujourd'hui, on a une certaine, des clients sur le secteur privé et sur le secteur public. On a plus d'une vingtaine d'adhérents Mobiliance aujourd'hui qui sont clients chez Sobre Énergie et avec lesquels j'ai le plaisir d'échanger assez régulièrement. Donc, nous accompagnons nos clients grâce à un logiciel qui est donc Datamark. Datamark pour mesurer, alerter, rapporter et communiquer et qui permet de faire le suivi énergétique et bâtimentaire, ce qui est essentiel pour mettre en place la trajectoire sur le long terme qui doit être mise en place dans le cadre du décret tertiaire. Voilà, Notamment parce ça que… évolue là, les slides apparaissent, Voilà, Nathalie. slide 8. Merci, Émeric, effectivement, on a un petit souci de connexion ce matin. Donc, Mais c'est bon là. effectivement, cette plateforme Datamark qui est essentielle, comme je le disais, pour la mise en place du décret tertiaire, puisque nous avons des enjeux à 2050. Donc, sur Datamark, vous pouvez avoir une vision de votre parc ainsi qu'une vision spécifique de chaque bâtiment. Cela va vous permettre de voir en fait le comportement de chaque bâtiment et de voir comment mutualiser les résultats. J'y reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer ce que c'est que la mutualisation des résultats. Donc, pour vous accompagner, en fait, plusieurs compétences sont nécessaires et notamment parce que vous avez une première échéance qui est finalement une échéance administrative au 30 septembre qui commence par la collecte de vos données
et notamment la collecte des surfaces tertiaires, des données de consommation des surfaces tertiaires entre 2010 et 2019. Donc, il va falloir aller récupérer les données via des factures, via des compteurs, via des sous-compteurs si vous en avez, et les mettre au bon format exigé par Opérate. Donc, ça, c'est fait par les data analystes chez Sobre Énergie. Donc, cette première étape, comme je vous le disais, est une étape administrative. Et ensuite, il faut mettre en place des plans d'action pour atteindre les objectifs qui vont être mesurés tous les 10 ans. Donc, aujourd'hui, ces plans d'action, chez Sobre Énergie, pour vous accompagner, ce sont les Energy Managers qui vous accompagnent à la mise en place de cette stratégie. Notamment parce qu'il va falloir mettre en place des audits et ensuite prendre des décisions sur quel bouquet d'actions mettre en place sur vos bâtiments, votre bâtiment ou votre patrimoine. Et enfin, parce qu'il faut rester motivé quand même, c'est un travail de longue haleine puisque ça dure 30 ans. Enfin, tant mieux pour vous si vous atteignez les 60% avant 2050, mais en tout cas, il faut rester motivé. Et pour ça, des engagements managers qui vont mobiliser les équipes managériales, les équipes techniques, les locataires et les propriétaires. Voilà. Donc, on va plonger dans le vif du sujet. Au programme du jour, on va reprendre rapidement les grandes lignes. Je crois que c'est quand même important. J'échange régulièrement avec de futurs potentiels clients et également des adhérents de Mobiliance. Nous avons encore quelques questions sur les fondamentaux, donc on va reprendre. Rapidement, le dispositif éco-énergie tertiaire provient de la loi Elan. Ça a été mis en place en 2019. Deux façons d'atteindre les objectifs. Tout d'abord, l'objectif de consommation relative. Donc, il est déterminé, comme son nom l'indique, relativement à la consommation de référence, puisque là, avant le 30 septembre, vous allez donc recueillir vos consommations, déterminer une année de référence, et c'est cette année de référence qui sera le socle finalement et la base de référence pour la stratégie que vous allez mettre en place liée aux objectifs. Donc, généralement, il faut choisir l'année la plus énergivore. Pour récupérer vos données aujourd'hui, vous pouvez contacter Enedis ou GRDF ou mandater des prestataires comme Sobre Énergie qui se rapprocheront de ces distributeurs pour récupérer vos données. Sont concernés aujourd'hui. Alors, qui est assujetti? Donc, ça, c'est un point sur lequel je souhaiterais réinsister parce qu'on a encore pas mal de questions sur le sujet. Donc, sont assujettis les bâtiments tertiaires d'une surface supérieure ou égale à 1000 m², tout parti d'un bâtiment à usage mixte qui héberge des activités tertiaires dont le cumul des surfaces est supérieur à 1000 m², et tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière. Donc, sont assujettis, alors encore une question qu'on nous pose assez régulièrement, les propriétaires et ou les preneurs à bail. Donc, j'insiste bien sur le et d'ailleurs, puisque les propriétaires comme les locataires sont assujettis et d'ailleurs doivent se mettre d'accord pour la mise en place de ce décret tertiaire. Et puis, effectivement, à échéance du 30 septembre, vous allez devoir mettre en place un programme de plan d'action. Donc, voilà, vous voyez donc la frise, entre guillemets, d'évolution de ce décret tertiaire. Donc, les étapes clés, avec au 30 septembre, les consommations à déclarer sur Opérate. Et puis, à partir de 2023, la stratégie à mettre en place. Donc là, effectivement, je l'ai mis en rouge puisqu'il reste exactement 24 jours pour se lancer sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'Opérate? J'en parle depuis le début. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est. Donc, Opérate, c'est la plateforme qui est dédiée au dispositif réglementaire. Donc, c'est d'ailleurs le décret éco-énergie tertiaire. Donc, pour simplifier, je vais dire décret tertiaire pendant ce webinaire.
La plateforme Opérat a trois rôles. Le premier, ça va être de suivre les obligations du décret tertiaire, de voir si finalement vous répondez ou non aux objectifs. Ensuite, il y a aussi une volonté de la part de l'ADEME que ça soit comme un benchmark, que vous puissiez finalement comparer en termes de typologie de bâtiments, que vous puissiez vous comparer. Et, euh, et puis de diffuser les données collectées. Je souhaiterais lancer un petit sondage pour connaître un peu la maturité finalement de notre public aujourd'hui. On a 100 participants à l'heure actuelle. Émeric, peux-tu lancer le sondage? Voilà, alors j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà créé votre compte sur Opérat? Est-ce que c'est oui, non, ou est-ce que vous ne savez pas encore si vous êtes concerné par le décret tertiaire et il n'est pas trop tard? Alors, on laisse le sondage tourner. Eric, est-ce qu'on a une première tendance? Alors, 85% de votants, on est à 32% qui ont commencé donc à créer leur compte, 51 qui ne l'ont pas fait et 17% qui ne savent toujours pas s'ils sont concernés ou non. D'accord, donc on est toujours dans les mêmes résultats statistiques, c'est-à-dire 30% de nos participants qui ont créé leur compte. Et pour le reste, donc combien qui ne savent pas qu'ils sont concernés? À peu près 20%, c'est ça? 17%, oui, un petit 20%. D'accord, très bien. Donc on est toujours sur les mêmes ratios, et ce qui va permettre donc effectivement aujourd'hui de vous redonner quelques définitions et de répondre à des questions un peu plus spécifiques. Voilà. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet puisqu'il reste 24 jours et que effectivement, il va falloir donner un petit coup d'accélérateur pour ceux qui n'ont pas encore créé leur compte et qui sont donc assujettis. Donc, la première définition qui est assez importante, c'est la définition d'entité fonctionnelle. Donc aujourd'hui, donc une entité fonctionnelle, c'est un SIRET. Ça a été un peu mieux défini dans le dernier arrêté. Alors, je vous passe pour aller un peu vite les différents, le calendrier des différents arrêtés. Il y en a un qui date d'avril 2022 et qui permet de compléter un certain nombre de définitions, dont celle de l'entité fonctionnelle, qui aujourd'hui est, selon moi, la plus importante. Donc, un bâtiment peut comprendre plusieurs entités fonctionnelles. Une entité fonctionnelle, c'est généralement un établissement donc défini selon la définition de l'INSEE, soit un binôme propriétaire-preneur à bail. Donc, il faut faire attention à l'organisation de votre unité immobilière parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a encore des questions sur, voilà, j'ai par exemple une unité foncière, donc une parcelle cadastrale sur laquelle j'ai deux bâtiments, donc deux bâtiments tertiaires, évidemment, un de 400 mètres carrés, un de 600 mètres carrés. Suis-je assujetti? Oui, puisque la somme des deux fait bien 1000 mètres carrés et qu'on parle effectivement qu'on est sur la même unité cadastrale. Donc, c'est à l'échelle de chaque entité fonctionnelle que vous allez déclarer vos consommations de référence, donc la fameuse année de référence, que vous allez déclarer les sous-catégories concernées, donc j'y reviendrai un peu après, que va se faire la détermination des objectifs et puis que seront établies les attestations annuelles. Et enfin, la note éco-énergie tertiaire qui est assez importante, on le verra notamment lors de négociations, par exemple pour les locataires, lors des négociations sur le montant de votre bail, par exemple. Deuxième… Nathalie, excusez-moi, mais peut-être que ça fait partie effectivement des précisions que vous allez apporter sur l'entité fonctionnelle et l'unité foncière. Est-ce qu'une entité fonctionnelle égale une unité foncière finalement ou pas tout Non, à fait? non, Je pense que ça fait non. partie vraiment des questions
que doivent se poser les adhérents sur effectivement quelle est la définition. Comment on fait pour savoir si Alors, ces 1000 mètres carrés, en fait, c'est pas forcément un bâtiment de 1000 mètres carrés, mais ça peut être même plusieurs bâtiments, ça dépend de tout un tas de choses. effectivement, Ça fait partie de ce que vous allez expliquer maintenant, je crois, peut-être? effectivement, D'accord, j'y viens. Effectivement, d'accord. donc non. Alors, une unité foncière, c'est vraiment finalement un terme juridique qui correspond à une parcelle cadastrale, pour simplifier. Voilà, une entité fonctionnelle. Alors, Émeric, peut-être qu'on passe à la slide suivante, comme ça, ce sera un peu plus clair. Donc, une entité fonctionnelle aujourd'hui, au sein d'un bâtiment, vous pouvez avoir plusieurs entités fonctionnelles. Donc, ça correspond finalement aux unités d'exploitation. Donc, l'unité foncière peut rassembler plusieurs bâtiments. Donc, d'où mon exemple, sur une unité foncière, donc finalement sur une parcelle cadastrale, vous pouvez avoir plusieurs bâtiments tertiaires de moins de 1000 m², mais si la somme de ces bâtiments est supérieure ou égale à 1000 m², alors vous êtes assujetti. Voilà. L'autre notion assez importante, c'est donc la notion d'IUB, donc d'identification unique bâtimentaire, qui va vous permettre de déclarer vos entités fonctionnelles. Donc, comment ça se passe? Le propriétaire donc fait sa déclaration sur Opérate et envoie donc cet IUB à ses locataires. Voilà, enfin s'il en a, ou alors il peut être aussi évidemment un propriétaire exploitant. Donc dans ce cas-là, c'est un cas un peu plus simple. Les espaces communs sont à déclarer par le locataire au tantième de ses charges. Voilà, donc sauf dans les galeries commerciales, mais a priori ça concerne un peu moins peut-être les adhérents de Mobiliance. Les informations à déclarer sont donc les informations administratives liées au bâtiment, ainsi que effectivement les consommations. Nathalie, est-ce que vous pensez que on pourrait commencer à prendre des questions juste sur cette partie-là d'identification de l'entité? Ou Bien est-ce que sûr. vous préférez que les participants posent leurs questions à la fin? Est-ce qu'Émeric, il y a déjà des questions? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des questions, Émeric? Alors, je suis en train de regarder. Vous pouvez prendre au fur et à mesure, effectivement. On va essayer de timer. J'ai l'horloge sous les yeux, donc. Car il me semble que c'est un point important, surtout à l'étape où on en est. Alors bien sûr qu'après, il va y avoir les économies à réaliser, etc. Mais à l'étape aujourd'hui, c'est bien d'identifier en fait, est-ce que je suis concernée, est-ce que je ne suis pas concernée, et bien rentrer dans toutes les précisions nécessaires pour permettre à nos adhérents de savoir, puisqu'on a constaté dans le sondage qu'il y avait 50%, non, il y en avait 17 ou 16 qui ne savaient toujours pas s'ils étaient concernés ou pas. Voilà. Alors là, on a une première question justement en plein dedans. Nous sommes propriétaires d'un étage de 600 m² dans un bâtiment. On nous demande si nous sommes assujettis. Alors, si le bâtiment est un bâtiment tertiaire de plus de 1000 m², oui, c'est ça, de plus de 1000 m², vous êtes donc assujetti. Parce que, comme je l'expliquais, votre entité fonctionnelle fait donc 600 m², et si finalement le reste du bâtiment, imaginons qu'il y ait des bureaux de 400 m², donc vous serez assujetti. Et là, Oui. dans la question, ils sont locataires ou propriétaires? Propriétaires. Ah, ils sont propriétaires. Propriétaires d'un étage qui fait 600 m². Donc, c'est un cas de copropriété, j'imagine, dans ce cas, puisqu'il parle d'étage. Sûrement. Est-ce qu'on peut avoir une précision? Mais dans tous les cas, dans le cas de copropriété, puisque j'ai eu la question également hier de la part d'un adhérent de Mobiliance, vous serez assujetti si effectivement la somme des surfaces tertiaires de ce bâtiment est supérieure à 1000 m². Alors la personne nous précise qu'il s'agit bien d'un immeuble en copropriété et il y a 9 étages dans le bâtiment. Oui, donc on peut supposer que effectivement, si le sien fait 600, que le reste, que le reste du bâtiment, que la surface totale du bâtiment est plus de 1000 m².
Donc, oui, vous êtes assujetti. Et donc, dans ce cas-là, dans copropriété, c'est chaque propriétaire qui fait, donc il va avoir, non pas un identifiant unique bâtimentaire. Si? Comment ça se passe dans ces Alors, cas-là? effectivement, donc chaque propriétaire, alors est-ce qu'il y a ou pas un syndic qui devrait prendre en charge en fait finalement la déclaration en fait pour qu'il y ait un IUB, donc un identifiant pardon, unique bâtimentaire. Et puis chaque propriétaire, donc je comprends que les propriétaires exploitants va déclarer ses consommations puisque de toute façon chaque entité fonctionnelle sera soumise à une note. Ouais, la personne nous précise qu'il y a bien un syndic pour l'immeuble en question. Voilà, qui devrait a priori prendre en charge finalement, j'imagine, la déclaration pour l'ensemble des propriétaires. Et puis chaque propriétaire déclare son entité fonctionnelle, puisque ça a l'air d'être des propriétaires exploitants. Autre question, quelqu'un qui a un magasin qui fait plus de 1000 mètres carrés, mais les bureaux représentent moins de 1000 mètres carrés. On nous demande du coup s'il est concerné par le décret tertiaire. Alors, un magasin de plus de 1000 mètres carrés. Plus de 1000 mètres carrés, et la partie bureau qui est en dessous du seuil. C'est un magasin, c'est un showroom, c'est ça ou... Alors, j'ai pas encore de précision. N'hésitez pas à préciser dans le chat. On nous parle d'un showroom ou un magasin de moto. Oui, tout à fait. Donc, s'il est complètement concerné par le décret tertiaire. Donc, toutes les activités de vente de véhicules, vente de pièces, voilà, tous les showrooms, les magasins, si vous avez accessible au public, enfin voilà, un magasin de vente, etc. Par contre, si c'est par exemple du stockage de pièces, est-ce que c'est une activité qui est concernée? Si par exemple c'est un atelier, vous voyez, il y a une partie atelier, une partie magasin et une partie stockage de pièces. Alors effectivement, il y a une particularité pour le stockage. Il faut que ce soit du stockage de plus de 5 jours. Dans ce cas-là, la partie stockage sera donc assujettie. Tout à fait. Prendre en compte. Et la partie atelier aussi, hein, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, hein, atelier de réparation est concerné également. Tout à fait. Autre question, du coup, toujours sur le seuil des 1000 mètres carrés. Quelqu'un qui explique que l'unité foncière représente 2400 mètres carrés et son bâtiment moins de 1000. Est-ce qu'il est pour autant assujetti? C'est un garage. Du coup, alors le bâtiment 1000, moins de 1000. Moins de 1000 sur l'unité foncière. Et le reste, c'est quoi? Il n'y a rien? Il n'y a pas d'autres bâtiments, c'est ça, si je comprends bien? Alors, on n'a pas la précision, c'est que l'unité foncière en global représente 2400 mètres carrés. Alors, ma réponse, en attendant d'avoir potentiellement notre précision, donc c'est une unité foncière de 2400 mètres carrés. Si le bâtiment donc tertiaire fait moins de 1000 mètres carrés, enfin si la surface tertiaire donc sur cette unité cadastrale fait moins de 1000 mètres carrés, il n'est pas assujetti. Et ce que j'aimerais savoir pour répondre de manière un peu plus précise, c'est que sont les 1400. Alors, il n'y a pas d'autres bâtiments. D'accord, donc il n'est pas assujetti. Alors, on a d'autres questions, mais c'est un peu plus, on nous parle, voilà, comment on prend en compte la surface, est-ce qu'une terrasse est prise en compte, est-ce qu'une mezzanine dans le calcul des 1000 mètres carrés planchers? On a des questions là-dessus. Alors, une mezzanine, non, puisque c'est la surface. Alors, mezzanine, oui, c'est la surface plancher qu'on prend en compte. Donc, si, encore une fois, j'insiste, ça va être un peu redondant, mais pour que ce soit bien clair, que ce sont effectivement les surfaces tertiaires et les surfaces donc plancher qu'on prend en compte. Donc la mezzanine, je dirais oui, mais je me mets un petit point d'interrogation pour le vérifier. Et s'il s'agit d'une terrasse extérieure en dur, là en l'occurrence
Sur un bâtiment où on a un restaurant qui est locataire, est-ce que la terrasse du coup La extérieure? terrasse fait partie du bâtiment? C'est bien ça? Oui, terrasse en dur, donc du coup On comprend, oui, donc inclus si dans le c'est une bâtiment. terrasse en dur, tout à fait, donc c'est inclus dans le bâtiment. Donc effectivement, on a bon, pour apporter un peu plus de précision, c'est vraiment ce qui est en dur, c'est-à-dire qu'on a souvent des questions, par exemple sur les parkings. Donc là, c'est un point un peu particulier parce que, par exemple, si on a un bâtiment qui héberge une surface de bureau, je vais prendre le cas de 600 mètres carrés et 400 mètres carrés de surface de stationnement, alors ce ne sera pas assujetti parce que 800, non, je me trompe. Non, ce ne sera pas assujetti parce qu'en fait, il faut voir si le parking est un parking à ciel ouvert ou pas. Voilà. Mais sur les terrasses, si c'est une terrasse qui est donc en dur, donc oui, c'est assujetti puisque c'est finalement, ça fait partie du bâtiment. Est-ce qu'on a d'autres questions sur la… Alors, on nous parle d'un centre commercial, plus de 1000 mètres carrés. Oui. Du coup, la personne se demande si elle est concernée par le décret tertiaire. Plus de 1000 mètres carrés? Plus de 1000 mètres carrés de Oui, tout centre à fait. commercial. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si la personne, donc, et je ne sais pas s'il y a plusieurs magasins ou pas, puisqu'on parle de centre commercial, en sachant que pour les centres commerciaux, contrairement à ce que j'ai dit juste avant sur les espaces communs, donc les espaces communs sont à déclarer par le locataire au tantième, sauf pour les galeries commerciales, c'est au propriétaire d'en prendre la charge. Alors peut-être qu'on peut avancer, puis sans doute qu'une partie des questions trouveront Oui, leur réponse tout à dans fait. la suite des explications. Très bien. Donc, on en était effectivement, Émeric, slide 20 sur l'année de référence. Donc, l'année de référence, comme je vous l'expliquais, qui est assez importante parce que c'est finalement la référence qui va permettre en fait de construire vos objectifs, en fait, la stratégie et les objectifs. Donc, généralement, on prend effectivement l'année où vous avez le plus consommé. Pour les bâtiments qui sont livrés en 2022, puisqu'on a souvent la question sur les bâtiments neufs, vous avez 3 ans voilà, pour déterminer votre année de référence. De tous les cas, il faut attendre une première année pleine d'exploitation pour pouvoir déclarer cette année de référence. On a des questions aussi de temps en temps sur les combustibles. Donc aujourd'hui, le décret tertiaire s'applique effectivement au mix énergétique. C'est une année de référence pour le mix énergétique. Comme je vous l'ai dit auparavant, vous pouvez récupérer vos données auprès d'Enedis ou GRDF ou évidemment mandater un prestataire pour vous aider sur le sujet. Vous avez les relais normalement régionaux pour la récupération de ces données. Donc pour les combustibles, 3 façons de faire, puisqu'il n'y a pas de distributeur comme Enedis ou GRDF, soit via le comptage, soit en prenant en compte les volumes de livraison, ou enfin le lissage des volumes, c'est-à-dire la moyenne des volumes de livraison. Une autre définition qui est assez importante, c'est donc la surface de consommation énergétique. Donc, c'est la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte. Donc, toutes les questions, effectivement, que vous venez de poser, notamment sur, voilà, vous avez un bâtiment, enfin, en tout cas, une surface, une entité fonctionnelle, donc vous connaissez le vocabulaire, de 600 mètres carrés sur finalement un ensemble qui ferait plus de 1000 mètres carrés. Est-ce que vous êtes assujetti? Effectivement, vous le serez.
Bon, je passe un peu puisqu'effectivement, j'ai répondu aux questions et notamment sur cette précision sur les surfaces, sur les centres commerciaux. Pour revenir sur les parcs de stationnement, donc les parcs de stationnement dits à ciel ouvert, donc les parkings non couverts ne sont pas assujettis. On a aussi des questions assez souvent sur les bornes électriques, elles ne sont pas non plus éligibles. Une précision assez importante, puisque effectivement, le but de ce décret tertiaire est effectivement de mettre en place une trajectoire pour faire des économies d'énergie. On nous demande si on peut changer de mix énergétique. Effectivement, vous pouvez changer de mix énergétique, mais il ne pourra pas se faire au profit d'une source d'énergie plus carbonée, évidemment. Cela va de soi, mais c'est une précision qui a été apportée par le dernier arrêté. Émeric, est-ce que tu peux aller slide 24 s'il te plaît, et notamment pour faire un petit focus sur les catégories et les sous-catégories. J'ai fait un petit focus notamment, puisque si on va dire que ça vous concerne complètement pour les adhérents Mobiliance. Donc, vous allez devoir, lorsque vous faites vos déclarations, choisir une catégorie. Donc, a priori, c'est vente et services automobiles, voilà, moto, véhicules industriels, et pourquoi pas nautique. Et dans cette catégorie, vous allez pouvoir choisir votre sous-catégorie. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, atelier de réparation mécanique, atelier de réparation carrosserie, peinture, magasin de stockage, aire de réparation. Si vous avez des parkings, donc ce sera une autre catégorie, ce sera la catégorie parking, et puis vous pourrez choisir la sous-catégorie affiliée. Donc, la segmentation finalement d'une activité en sous-catégorie, à quoi ça sert? Ça a pour objectif de permettre d'établir l'objectif exprimé en valeur absolue. Et donc, pour que ça soit adapté finalement à la configuration. Cette segmentation s'appuie donc sur des zones fonctionnelles, hein, d'où la notion de finalement d'entité fonctionnelle, et qui permet finalement de regrouper des zones qui ont les mêmes fonctions, ou en tout cas les mêmes caractéristiques finalement énergétiques. Donc, on vous conseille d'être le plus précis possible dans la sélection de la catégorie ou de la sous-catégorie. En tout cas, nos Energy Managers, aujourd'hui, quand ils font les déclarations, s'y appliquent pour vous. Un concept qui est donc la modulation des objectifs que j'ai évoqué au tout début. Donc, c'est un concept qui est assez important parce que effectivement, la modulation va permettre, lorsqu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs, de les moduler. Et puis, vous pouvez le faire en fonction d'un échantillon d'entités fonctionnelles. Donc, je dis bien moduler, j'insiste sur le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir une certaine tolérance si, par exemple, vous avez un bâtiment historique, effectivement, les travaux à mettre en place peuvent être assez coûteux, et donc vous pouvez être, enfin, les objectifs peuvent être difficiles à atteindre. Donc, vous pouvez moduler. Moduler ne veut pas dire effectivement annuler. Il faut quand même avoir un objectif un peu moindre, mais il faut quand même avoir, en tout cas, viser un objectif. Une question qu'on nous pose souvent, et notamment dans tout ce qui est garage et concessionnaire, ou en tout cas pour lequel il y a une activité ou un volume d'activité qui peut être flexible, il y a ce qu'on appelle un indicateur, les indicateurs d'intensité d'usage. Donc, les indicateurs d'intensité d'usage permettent de moduler les objectifs tout au long du dispositif en fonction du volume d'activité sur les consommations énergétiques. Donc, ce qu'il faut, c'est le renseigner effectivement si tous les ans, votre volume d'activité ou votre nombre d'employés augmente. Il faut le renseigner sur Opérate, et ça permettra effectivement de moduler l'objectif. C'est calculé automatiquement par la plateforme. Donc, il y a deux indicateurs finalement, deux typologies d'indicateurs. Le premier, ce sont des indicateurs temporels, hein, finalement, sur la durée d'occupation des locaux.
parce que effectivement, vous pouvez faire face à une forte croissance d'activité et puis utiliser les locaux de manière plus intensive. Et la deuxième, ce sont les indicateurs de la densité surfacique qui finalement vont refléter l'impact de la densification de votre activité. Et puis, comme je vous le disais, mais je pense que ça concerne un peu moins finalement notre public aujourd'hui, les contraintes sur des bâtiments qui peuvent être classés et pour lesquels effectivement il va falloir, voilà, les coûts vont être assez importants. Donc, vous avez les dossiers techniques sont élaborés à l'échelle de chaque bâtiment. Émeric, slide suivante s'il te plaît. Voilà, il y a une étude énergétique qui est à faire. Il faut contacter des architectes, des bureaux d'études qui vont pouvoir finalement attester du fait que c'est trop coûteux ou trop contraignant. Et il va falloir monter un dossier technique. Donc, le dossier technique de modulation doit être réalisé par du personnel qualifié. Donc, soit un collaborateur que vous avez. On pourra avoir échangé aujourd'hui avec un certain nombre d'adhérents. Bon, l'énergie, a priori, c'est pas forcément votre métier. Bon, ça n'empêche pas de vous former d'ici là. Mais en l'occurrence, il faut vous faire accompagner par un bureau d'études ou un cabinet de conseil spécialisé. En tout cas, ce que fait Sobre Énergie, ce que va faire Sobre Énergie une fois la première échéance administrative passée, pour accompagner les clients qui auront besoin de mettre en place un dossier technique. Et donc, il y a une première échéance, effectivement, au 30 septembre 2027. Voilà pour monter ces dossiers techniques. Ensuite, on peut parler de mutualisation des résultats. Donc, la mutualisation, donc effectivement, il y a une stratégie à mettre en place. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir une plateforme de suivi peut vous permettre de voir, déjà de voir le comportement de vos bâtiments à l'échelle de votre patrimoine, et ça va permettre aussi de prendre des décisions sur comment finalement mutualiser les résultats pour que les bâtiments les plus énergivores compensent, que les bâtiments les moins énergivores compensent la note de ceux qui sont le plus énergivores. Donc Opérat peut le faire, mais vous pouvez aussi mettre en place une stratégie avec les données que vous aurez à disposition. On peut passer un petit peu plus vite, comme ça on va reprendre des questions. Est-ce qu'on peut passer donc à l'attestation numérique? Donc effectivement, il y a une attestation qui est attendue pour 2023. Les deux objectifs sont donc directement, donc les objectifs en valeur absolue ou en valeur relative sont calculés directement par Opérat. L'idée est d'atteindre l'un des objectifs, le premier. Et donc, vous avez une attestation, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'attestation qui est affichée à l'écran, vous voyez les crélates, l'objectif en valeur relative et le cap en valeur absolue. Donc, ce qui est assez important au verso de l'attestation, c'est donc une attestation qui est fournie par bâtiment, mais vous aurez une note par entité fonctionnelle. Donc, plusieurs entités fonctionnelles au sein d'un bâtiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger les notes et il va y avoir une note. Donc là, la note est plutôt pas géniale, hein. La feuille, elle est verte. Ce qui veut dire qu'on a donc une entité fonctionnelle de 400 mètres carrés qui est performante. On en a 4 qui ont une feuille verte. Par contre, on a une entité qui est orange. Et donc, du coup, tout ça agrégé fait que le bâtiment a une feuille orange. Donc, cette note est importante pour la négociation de vos loyers, par exemple. Si le bâtiment a une note orange, vous pourrez dire à votre propriétaire que finalement, le bâtiment consomme beaucoup, que ça va avoir un impact sur vos factures, donc renégocier le loyer.
Voilà pour faire rapidement. Quelques questions qui sont voilà, qui ont été posées, notamment sur quel objectif est le mieux pour l'atteinte des résultats. Comme je le disais, de toute façon, les deux objectifs sont affichés sur Opérate. Le mieux en termes de stratégie, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'effectivement, l'objectif en valeur absolue est plutôt destiné aux bâtiments neufs et en valeur relative aux bâtiments un peu plus anciens, parce que effectivement, l'objectif est un peu plus favorable. Une question qui revient assez souvent, entre le propriétaire et le preneur à bail, qui est responsable? Les deux. Effectivement, il faut se mettre d'accord. L'objectif de ce critère tiers, et ça a été assez répété par Marc Leroux, qui est donc le rédacteur du décret tertiaire, lors d'une précédente conférence qu'on a faite avec lui, c'est que vraiment, il faut se mettre d'accord entre propriétaires et locataires, et donc mettre en place un dialogue pour pouvoir aller atteindre ces objectifs, puisque dans tous les cas, vous serez sanctionné si les objectifs ne sont pas atteints, que ce soit propriétaire ou locataire. Si un propriétaire ne donne aucune information sur Opérate dans les délais requis, est-ce que le locataire peut être inquiété de sanctions? Il va y avoir des contrôles à partir de 2024, et donc il faudra montrer sa bonne foi en tant que locataire ou que propriétaire si vous avez du mal à récupérer les données de consommation. Une précision que je n'ai pas apportée, les amendes seront pour de 7 500 € seront pour les objectifs non atteints. En revanche, en cas de fausse déclaration, c'est une amende de 30 000 €. Voilà. Donc, il faut faire attention. Mais vous avez quand même un droit à l'erreur en 2022. La question sur les parties communes, on l'a évoqué. Donc effectivement, le locataire prend en charge en tout cas la déclaration des parties communes au tantième de ce à quoi il est, ce qu'il doit au propriétaire, pardon, sauf pour les galeries commerciales. Et voilà. Donc là, c'était une question sur la logistique. On peut passer. Je pense qu'on peut prendre des questions, Émeric, s'il y en a. Ce sera des questions. Alors, on y retourne. Oui. On avait une question donc sur un même bâtiment avec 3 locataires. Donc, le premier est un transporteur. Il y a aussi 2 grossistes en fruits et légumes, donc ils ne sont pas assujettis. On nous demande comment se passe la déclaration. Alors, du coup, si les deux autres surfaces ne sont pas assujetties, le bâtiment, enfin, en tout cas, le transporteur, j'imagine qu'il fait peut-être du stockage, que c'est. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision? Parce qu'en fait, là, on a plusieurs cas de figure. Donc, c'est un transporteur. Est-ce qu'il y a des parkings? Finalement, le bâtiment, il fait combien de mètres carrés? Alors, j'attends les précisions. Je vais prendre. Je vérifie. Alors, le temps que ça arrive, on avait une autre question. Dans le cas d'une concession automobile, il y a une partie donc, qui est un hall, on a les bureaux et des ateliers. On nous demande comment on calcule l'ensemble. Est-ce que c'est juste hall et bureaux? Est-ce qu'on compte les ateliers? C'est vrai que c'est une question récurrente aussi. Atelier, bureau, le hall, c'est un hall ouvert, c'est un hall type showroom. Sûrement un showroom. C'est un showroom. Donc, on fait D'accord. Donc, si c'est un showroom, on additionne effectivement pour voir si le tout fait plus de 2000 m². Et dans ce cas, c'est assujetti. Et on en revient à notre notion de sous-catégorie où effectivement, vous allez devoir préciser lorsque vous faites votre déclaration à quelle sous-catégorie vous faites c'est lié. Autre question, quelqu'un qui est locataire de 2 cellules
contiguës qui sont occupées par deux entités juridiques distinctes, mais elles ont une seule facture d'énergie. On nous demande est-ce que ce cas de figure peut continuer ou quelle est la procédure à suivre pour se conformer au Donc, décret je tertiaire. comprends que c'est la même, c'est sur la même parcelle cadastrale, c'est ça, puisque on parle de cellules Oui, contiguës. ouais, contigu, D'accord. mais deux entités juridiques distinctes et une unique facture d'énergie. Donc, deux cellules contiguës, donc c'est deux bâtiments, j'imagine, ou qu'est-ce qu'on entend par cellule? Ouais, je n'ai pas les. Oui, on nous dit oui, donc deux bâtiments. Ouais. Deux Deux bâtiments. espaces. Ouais. Donc, deux bâtiments, donc ça veut dire deux sirettes, donc deux entités fonctionnelles. Donc, deux. Alors, ce qu'il faudrait, c'est. Alors là, par contre, il n'y a qu'un seul PDL, c'est qu'il faudrait faire un calcul au prorata. Un calcul de prorata surfacique en fait, parce qu'effectivement vous aurez deux déclarations à faire. Ce qu'il faudrait, ce serait, je ne sais pas si la personne a un plan ou autre, m'envoyer ça et que je fasse confirmer par nos energy managers, parce que effectivement on aime quand même bien voir les plans pour être sûr. Mais en tout cas, comme ça, avec les éléments que j'ai, c'est donc deux sirettes, donc deux déclarations, une seule facture, parce que j'imagine qu'il n'y a qu'un seul PDL, donc il va falloir faire un calcul au prorata surfacique pour les données de consommation. Après, pour le pilotage, il est sans doute intéressant de mettre en place des sous-compteurs pour justement distinguer les deux Oui, espaces et pouvoir piloter à l'avenir de manière plus précise, parce que là, mais ça oui, serait la effectivement. surface. Alors que, Oui, parce enfin, voilà, après, qu'effectivement, ça dépend des activités qui sont dans ces deux cellules, mais peut-être à réfléchir, à envisager si ça, enfin, en termes de perspective, là, je parle. oui, effectivement, c'est à envisager, en sachant que effectivement, à partir de l'année prochaine, les sous-compteurs devraient être financés par les C2E. Donc effectivement, ce serait quand même intéressant de le faire pour avoir un pilotage un peu plus précis. Mais j'invite la personne à effectivement m'envoyer un mail pour qu'on puisse effectivement confirmer ces éléments et notamment avec un plan si possible. Je me permets juste de préciser à ce stade que sur le site de Mobiliance, vous retrouvez les replays des webinaires que nous avons déjà réalisés, que vous trouvez la FAQ réalisée par Sobre Énergie suite à ces différents webinaires, que vous avez là le contact de Nathalie, que vous retrouvez également sur notre site, à qui vous pouvez effectivement poser des questions. Voilà, juste vous rappeler que vous avez le site de Mobiliance sur lequel vous retrouvez, y compris les présentations qui ont été faites, voilà, un certain nombre d'informations, plus le contact de Nathalie. Donc, je crois que vous avez là tous les outils pour vous plonger dans ce dispositif. Oui. C'est vrai qu'il n'est pas simple, qu'il est complexe, oui, c'est redondant. C'est assez complexe parce qu'effectivement, Mais il il y faut a, il y a se pas mal de… plonger, voilà, il faut se plonger dedans et avec tous ces outils que nous avons mis à votre disposition. Mais il y a un moment où il faut s'y mettre, quoi. Il faut se plonger dedans, Oui, sinon. il faut s'y mettre effectivement. Bon, on est le 6 décembre, voilà, il y a cette échéance à la fin du mois. Alors, il ne faut pas paniquer. Comme je le dis, notamment à tous ceux qui m'appellent pour me poser des questions, qui me disent, j'ai rien commencé, c'est trop tard, comment je vais faire? Il faut prendre, on va dire, ça bout par bout. Vous avez déjà cette première étape qui est finalement une étape qui est purement administrative. Donc, effectivement, il va falloir créer votre compte pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui estiment qu'ils sont assujettis. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à poser des questions puisqu'on a encore du temps. Et puis, pour le cas par cas, je reste disponible effectivement après ce webinaire. Mais effectivement, il y a cette urgence finalement administrative où les différents cas de figure entre les propriétaires et les locataires, où il faut se mettre d'accord, ou en tout cas informer lorsqu'on est propriétaire, c'est locataire, et vice-versa, essayer de prendre contact avec son propriétaire si effectivement jusqu'à maintenant il a un peu fait la sourde oreille ou l'aveugle ou peut-être n'a pas du tout entendu parler du décret tertiaire, parce que c'est encore le cas de certains propriétaires.
On va vous accompagner, ou en tout cas, vous pouvez aussi le faire, de vous rapprocher d'Enedis ou GRDF pour récupérer vos données de consommation et puis ensuite faire cet import de données sur Opera. C'est vraiment là l'urgence. Dans un second temps, effectivement, il faudra réfléchir à la mise en place de la stratégie, mais voilà, pas de panique, on peut encore maîtriser les choses. Emric, qu'est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, alors toujours sur l'assujettissement ou non, un concessionnaire automobile qui dispose d'une superficie de 980 mètres carrés avec un Oui. atelier, un hall et des bureaux, plus un Mhm. local annexe de 72 mètres carrés qui lui sert à entreposer des pièces non accessibles au public. Et il se demande si avec l'ensemble, il est assujetti. Il les entrepose pendant combien de temps? Nous allons attendre la précision, mais effectivement, c'était un Parce point qu'on qui... on est limite, parce que si je fais la somme, effectivement, 980 plus 72, c'est ça? On est à 72, ouais. 1052 mètres. Ouais, on est à 1052 mètres carrés. Donc, comme je le disais, donc effectivement, c'est des surfaces supérieures ou égales à 1000 mètres carrés, donc des surfaces tertiaires. En ce qui concerne le stockage, si le stockage est de plus de 5 jours, effectivement, cette partie stockage sera assujettie. Et donc, je fais la somme des deux, on est à 1052, donc vous seriez donc assujetti. Nathalie, il faut qu'il soit sur la même unité foncière ou pas nécessairement? C'est-à-dire même si Si, c'est pas sur... alors effectivement, Ouais. il faut que ce soit sur la Raisonner même sur unité foncière. l'unité foncière. Oui, Voilà. Si c'est oui, pas oui. sur la même parcelle, là, Alors, il dit que c'est un local annexe, donc effectivement, ça j'imagine, paraît ouais. très logique. Absolument, mais Oui. bon, sait-on jamais. Bon, effectivement, c'est une bonne précision, effectivement, sous condition que ça soit sur la même unité foncière et stocké plus de 5 jours, vous êtes donc assujetti. Voilà. Alors, on avait une autre question sur le stockage, quelqu'un qui stocke des pièces détachées automobiles, Oui. qui se demandait s'il était concerné. Toujours les mêmes conditions. C'est du stockage, quelle est la surface concernée et quel est La le temps durée. de stockage, la durée. Question très administrative sur la déclaration. En cas de sous-location, on demande qui doit déclarer les consommations d'énergie sur Opérat. Alors, c'est une première, cette question, en cas de sous-location. Donc, j'imagine que cette sous-location fait l'objet d'un contrat et oui, donc c'est pour première question. Si cette sous-location fait l'objet d'un contrat, de toute façon, c'est qui est propriétaire finalement des factures énergétiques. J'imagine que c'est soit le locataire qui sous-loue ou potentiellement le sous-locataire. Bon, en tous les cas, On le précise qu'il y a bien un contrat effectivement de sous-location. d'accord. Et les factures sont au nom du locataire qui sous-loue, j'imagine. Bon, dans tous les cas, de toute façon, comme il faudra justifier, je vais vérifier le point, mais selon moi, c'est celui qui déclare, c'est celui qui est détenteur finalement, en tout cas pour la partie entité fonctionnelle, qui est détenteur celui qui paye les factures. On avait deux questions, peut-être repréciser sur les parkings. Quelqu'un qui avait un parking goudronné, clôturé, Oui. plein air, sous-entendu, est-ce que c'était pris en compte? Et à contrario, quelqu'un qui avait un parking en sous-sol, utilisé pour nettoyer les voitures. Voilà, il se posait la question si c'était à comptabiliser dans la surface assujettie. Alors, premier cas, goudronné, plein air, mais à ciel ouvert, donc pas de bâtiment, c'est ça, hein? Si je comprends bien la... Oui, logiquement. Donc a priori, pas assujetti. Et deuxième cas de figure sur le parking. En sous-sol pour du nettoyage de véhicules. Donc oui, il est assujetti si il est lié à une surface
bâtimentaire, parce qu'il est en sous-sol, de plus de 1000 mètres carrés. Donc là, je reprends. Donc, si on a un bâtiment qui héberge une surface de bureau, par exemple, de 800 mètres carrés et que la surface de stationnement fait 400 mètres carrés, le parking, donc il n'y a pas d'assujettissement parce que la surface du bureau est donc inférieure à 1000 mètres carrés. Si son bâtiment héberge une surface de bureau de 1000 mètres carrés ou plus d'ailleurs, et que la surface de stationnement est toujours de 400 mètres carrés, on fait donc la somme des deux pour déterminer la surface assujettie. Voilà. Alors, merci de ces précisions. Peut-être pareil, repréciser, on avait d'autres questions sur concession automobile, l'espace showroom et l'atelier. Donc, l'assujettissement, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc, encore une fois, effectivement, les deux sont assujettis si la somme des surfaces tertiaires, donc en tout cas les deux là sont assujettis, est supérieure à 1000 mètres carrés. Mais en tout cas, les deux sont bien assujettis. Autre question, alors là sur une partie des consommations, en l'occurrence le chauffage. Quelqu'un qui a un atelier mais qui n'est pas chauffé, et visiblement simplement les bureaux et le vestiaire sont chauffés, il se demande s'il est concerné par le décret tertiaire. Bon, c'est pas chauffé, mais j'imagine qu'il éclaire quand même. Donc là, encore une fois, donc on a dit que c'était un atelier, Un atelier des bureaux et et des bureaux vestiaire, et des des vestiaires. vestiaires. Oui, donc effectivement, ce serait assujetti si la somme de tout ça est supérieure ou égale à 1000 mètres carrés, en sachant que de toute façon, chauffé ou pas chauffé, vous avez quand même de l'éclairage, donc ça fait partie du mix énergétique. Alors, question spécifique, là, administrative. Oui. Quelqu'un qui est propriétaire et locataire via une SCI et une société qui exploite. Donc, c'est un concessionnaire automobile. Ça, c'est leur propriétaire situation. exploitant, c'est ça? Il est propriétaire et locataire. Et locataire en même temps. D'accord. Et à partir du 1er novembre, la situation change. Il reste propriétaire des murs, mais il ne sera plus locataire exploitant. Il y aura un locataire tiers. Ok. Comment prendre en compte la déclaration sur Opérate? Eh bien, à date, il est obligé de faire la déclaration en tant que propriétaire exploitant, puisqu'il est propriétaire et locataire, et son locataire, et donc de faire toute cette démarche administrative, de déterminer, de récolter les données, mais bon, ça c'est plutôt facile puisqu'il est propriétaire locataire. Ensuite, de déterminer l'année de référence, et puis le locataire suivant héritera finalement de cette année de référence. Voilà. Question sur les véhicules électriques à charger. Alors, tu en as parlé, Nathalie. Quelqu'un nous dit voilà, qu'ils ont une consommation qui augmente beaucoup avec de plus en plus de véhicules électriques. Ils n'ont pas le détail dans leur facture EDF. Comment faire? Là, il faudrait passer par du sous-comptage. Oui, effectivement, pour le coup, à date, je comprends que cette personne n'a pas de sous-compteur, donc il va falloir faire un calcul au prorata, en sachant que je vous invite effectivement à mettre en place des sous-compteurs pour pouvoir, à partir de l'année prochaine, pour pouvoir retirer ces consommations, puisqu'effectivement, les bornes ne sont pas assujetties. Question pratique sur les consommations à déclarer. Quelqu'un qui a des factures électricité et gaz, pas sur la même période visiblement. Comment il fait pour déclarer De toute deux façon, fluides? c'est une année de référence, donc il va falloir alors pas sur la même période. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des années qui se chevauchent, mais dans tous les cas, c'est une année de référence par mix énergétique. Donc, il faudra regarder, en tout cas sur les factures communes qu'il a,
où est-ce qu'il y a le plus de consommation. Question, dans le cas d'un syndic, visiblement le chauffage est collectif, donc géré par le syndic. Est-ce que c'est lui donc, qui est chargé de déclarer de son côté? Est-ce qu'il remet une attestation à son locataire lui indiquant son prorata de chauffage? Alors, si c'est le syndic, chaque locataire doit déclarer au tantième. Donc, le syndic devrait remettre effectivement à chacun des locataires alors, je n'ai pas forcément le terme juridique, mais en tout cas, le montant qui lui incombe. Enfin, le montant, les consommations, pardon, qui lui incombent. Alors, je continue à remonter les questions. La sous-location, on en a parlé. Alors, cas administratif, un propriétaire donc, qui serait une SCI, le locataire est une société SARL, qui visiblement a des parts dans la SCI. Comment on gère la déclaration? Alors, on a, si je comprends bien, un propriétaire, d'accord, avec sa SCI, et le locataire a des parts dans la SCI. Oui. Alors, pour le coup, c'est un petit peu complexe au niveau juridique. C'est assez particulier. Est-ce que la personne peut m'adresser un email? Donc, il y a mon mail à l'écran et je ferai une vérification pour ne pas vous dire de bêtises, parce qu'effectivement, c'est un cas un peu plus précis. Alors, quelqu'un qui nous dit qu'il a une entité regroupant 5 établissements différents. Certains dépassent les 1000 mètres carrés. Il se demande s'il faut calculer l'ensemble des bâtiments, des 5 bâtiments de l'entité ou par établissement. Alors, de toute façon, il aura 5 déclarations à faire. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il va pouvoir être dans une logique finalement de mutualisation des résultats dans un second temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut faire une déclaration par établissement. L'année de référence, on en a parlé. Je remonte le fil des dernières questions. Les sous-catégories doivent-elles, alors une question sur les sous-catégories, doivent-elles faire l'objet d'une déclaration de consommation individualisée? Alors, vous allez déclarer l'année. A priori, non, puisque vous allez déclarer la consommation pour l'entité fonctionnelle et ensuite déclarer vos sous-catégories, mais il n'y a pas de déclaration par sous-catégorie. Question alors sur une partie spécifique des bâtiments, je crois qu'on n'avait pas forcément évoqué. Comment sont comptabilisés l'espace vestiaire, sanitaire et douche dans le cas d'une carrosserie automobile et la cuisine qui est utilisée par le personnel de l'entreprise? Alors, vestiaire sanitaire. Oui. Et une question sur l'espace cuisine utilisé par le personnel. Et donc, c'est dans un atelier, c'est ça? C'est une carrosserie automobile.
Alors, vestiaire et sanitaire, de toute façon, c'est lié à l'activité, donc comptabilisée. Bon, les douches aussi, j'imagine. Pour la cuisine, je vais vérifier. Comme il y a plusieurs cas, là, j'ai un petit doute sur la cuisine, notamment. Je vais vérifier l'information et je vais la renvoyer. Alors, on avait une question sur les bornes de recharge électrique, donc qui ne sont pas assujetties. On me demande s'il fallait déduire la consommation et comment le faire. Là, tu l'avais évoqué, donc il faut passer par du sous-comptage. Alors, le locataire, une question administrative, donc sur la déclaration. Le locataire peut-il faire les démarches, donc création des comptes sur Opérate, pour le compte du propriétaire, s'il en est d'accord? Alors, peux-tu répéter, excuse-moi, ça a coupé? Le locataire peut-il faire les démarches pour créer les comptes sur Opérate pour le compte de son propriétaire, si celui-ci est d'accord? Non, chacun doit créer son compte. De toute façon, à moins qu'il ait l'IUB, mais chacun doit créer son compte. Donc ça, c'est vraiment comment dire, la règle. Et puis après, effectivement, pour la déclaration des données, si le propriétaire veut mandater le locataire, OK. Mais en tout cas, chacun doit être, on va dire, un peu responsable de la création de son compte. Et alors, autre question, toujours sur la déclaration. Une concession automobile qui fait partie d'une holding, qui doit déclarer, donc une concession qui est locataire sur un bâtiment tertiaire? Qui est donc le propriétaire? La Dans tous holding, visiblement, oui. Alors, non, remarque pas Non, forcément. je pense pas. Non, ouais. Je pense pas. Le concessionnaire est locataire, il fait lui-même partie d'une holding. Je pense que le sens de la question, c'est est-ce qu'il doit déclarer lui-même ou est-ce que la holding peut prendre en charge pour A faire la priori, démarche pour tous les locataires? c'est l'établissement concerné qui déclare, hein, si je comprends bien le sens de la question. Donc, il doit déclarer lui-même. Oui, c'est ça. On a fait le tour des questions. Écoutez, très bien. Il est 10h06. Je vous remercie pour votre présence. Je vois que les 100 participants du début sont restés jusqu'à la fin. Il y a encore une ou deux questions effectivement sur lesquelles je dois vous apporter des précisions. N'hésitez pas à m'envoyer un email pour que j'y réponde de manière un peu plus spécifique. Tous les éléments seront donc mis à disposition sur le site de Mobiliance et chez Sobre Énergie, on a également l'habitude de renvoyer le support et le replay qu'on vous renverra, et avec la possibilité effectivement soit de m'envoyer un email en direct ou de prendre rendez-vous effectivement si vous souhaitez échanger. Alors, sans vouloir vous presser, nous sommes quand même le 6 septembre. Donc, si vous êtes assujetti et que vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition dans les jours qui viennent. Voilà. Christine, un petit mot pour la fin? Merci beaucoup Nathalie, merci Aymeric, merci à Sylvie aussi qui a dû suivre et qui nous suit depuis le début sur cette opération. Merci à toutes vos équipes. Voilà, écoutez, je ne peux qu'abonder dans votre sens et inviter nos adhérents à prendre contact avec vous s'ils ont encore des questions, et on peut comprendre, compte tenu de la complexité du sujet, qu'ils puissent en avoir. Voilà, c'est un sujet important, l'actualité ne fait que le confirmer, et de toute façon, nous avons des obligations de réduction de nos consommations, de sobriété, tant d'un point de vue économique qu'écologique. C'est important, ce sujet est important, donc ensemble, nous allons y arriver, et merci encore à vous de votre expertise et de vos lumières sur ce sujet. Écoutez, c'était un plaisir ce matin. Bonne fin de journée à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.